Alors du coup, pour la correction de l'exercice 1, on vous dit que l'on a un élément qui a moins de 18 électrons et qui a 2 électrons célibataires dans sa configuration électronique fondamentale. Donc moins de 18 électrons, c'est-à-dire que son numéro atomique est plus petit que 18. D'accord? Parce que je vous rappelle que le numéro atomique correspond au nombre d'électrons dans l'élément. Et il a 2 électrons célibataires. Donc là, on va regarder du coup la question périodique. Voilà, donc qui est au bout de votre TD. Et donc 18, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à l'argon. Ok, on va regarder tous les éléments jusqu'à l'argon. Et donc 2 électrons célibataires, si on regarde la question périodique, on a soit des couches S, soit des couches P. Ok, les couches S, on ne peut pas avoir 2 électrons célibataires. C'est pas possible. Donc c'est forcément que les 2 électrons célibataires sont dans les couches P. Du coup, si on a des couches P, une sous-couche P, excusez-moi, pas une couche, une sous-couche P. Donc du coup, on a plusieurs possibilités pour avoir 2 électrons célibataires. Donc soit on a 2 électrons, dans ce cas on a 2 électrons célibataires, soit on en a 4. D'accord? Parce que si on en a 4, 1, 2, 3, 4, on a bien 2 électrons célibataires. Ok? N'oubliez pas la règle de Hund, hein. On met d'abord tous les électrons parallèles et après on vient les apparier si jamais on a plus de la moitié. Ok? Donc c'est-à-dire qu'ils ont une couche soit P2, soit une couche P4. Et donc c'est-à-dire soit ils sont dans la 2e colonne du bloc P, soit ils sont dans la 4e colonne du bloc P. Donc là on regarde la 2e colonne du bloc P, donc c'est soit du carbone, soit du silicium. Soit ils sont dans la 4e colonne du bloc P, donc soit c'est l'oxygène ou c'est le soufre. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon? Donc n'oubliez pas, 2 électrons célibataires, ça ne veut pas dire 2 électrons. C'est-à-dire 2 électrons non appariés. Voilà. Si on avait des couches D, hein, ce n'était pas le cas d'énoncer, mais si on avait des couches D, 2 électrons célibataires, on est soit comme ça, soit comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ok? On met d'abord tous les parallèles et après on apparie. Ça, c'est la règle de Hund. On maximise le nombre d'électrons qui ont un spin qui est parallèle. Et ensuite, on vous dit que c'est dans la famille du plomb, donc c'est la même colonne que le plomb, et que c'est la même période que le magnésium, donc c'est la même ligne que le magnésium, et du coup, c'est lequel? C'est le silicium. Ok? Ensuite, donc, pour l'exercice 2, donc dans l'exercice 2, on vous disait que le numéro atomique effectif pour un électron 4s du titane vaut 3,15 et pour un électron 3d, ça vaut 3,65. Donc, qu'est-ce que ça veut dire du coup? Donc, le Z étoile de la 4s, il est plus petit que le Z étoile des 3D. Donc ça veut dire quoi physiquement? Ça veut donc dire que les électrons 4s sont plus écrantés que les électrons 3D et donc ils sont moins attirés par le noyau. Ok? Et s'ils sont moins attirés par le noyau, ben ces QQ sont plus facilement arrachables.
Et donc, si je regarde le titane 2+, donc le titane, donc ça vous ne devez pas connaître par cœur, vous devez regarder la question périodique pour connaître son numéro atomique. Hein. Alors, le titane, hop. Je regarde ma question périodique. Ça va bien. 22. Donc, je mets 22 électrons, donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, donc j'en ai 20, j'en rajoute 2, 3d2. D'accord? Et là, ça vient justifier la règle qu'on avait admise lorsqu'on a fait le chapitre précédent. Comme en fait, la charge effective des électrons S est plus faible que celle des électrons D, ce sont les électrons S qu'on va venir arracher en premier. Et ça vient du fait, du coup, que les électrons S vont finir se faire plus écranter que les électrons D. Parce que je vous rappelle, 4, c'est-à-dire qu'ils sont plus externes, c'est-à-dire que les 3D, ils sont devant. Alors que les 3D, ils ne voient pas les 4S, parce que les 4S sont à l'extérieur. Et donc, c'est pour ça qu'on vient arracher les électrons S avant les électrons D. Puisque du coup, comme ils sont plus à l'extérieur, ils sont plus écrantés et donc sont plus facilement arrachables. Alors du coup, dans cet exercice 4, vous demandez en première question, pour différents éléments, d'aller relever la charge nucléaire effective, donc qui est donnée dans le tableau de la page suivante. Donc si on regarde pour le lithium, on est à 1,3. Pour le bore, on est à 2,6. Pour l'oxygène, à 4,55. Pour le néon, à 5,85. Pour le sodium, à 2,5. Pour le magnésium, à 3,3. Pour l'aluminium, 3,5. Pour le soufre, 5,45. Pour le scandium, 3. Et pour le fer, 3,75. Ok. Oui. On a... Sinon, ça ne rentrait pas sur la page. Si on a inséré bloc D au milieu. Voilà. Alors, en repérant par les aimants donc, qui sont donnés juste ici, ceux qui appartiennent d'une part à la même période et ceux qui appartiennent d'autre part à la même famille, vérifiez qu'on a bien l'évolution attendue pour cette charge effective. Alors, quels sont les éléments qui sont du coup dans la même famille? Si on regarde, on a le lithium et sodium. Donc, si je compare lithium et sodium, on a 1,3, 2,5 et donc on a bien une augmentation quand on va vers le bas. Ça, c'est l'évolution qu'on attendait. Est-ce qu'on a d'autres éléments qui sont dans la même famille? Oui, lesquels? On a O et S et on a le bore avec l'aluminium. Donc le bore il est à 2,6, l'aluminium à 3,5. Ça augmente bien, pas de souci. L'oxygène, le soufre, on est à 4,55, alors que le soufre on est à 5,45. Ça augmente bien, pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont dans la même famille? Non. Non. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont sur la même période cette fois-ci? Lithium, bore, oxygène, néon, ils sont tous sur la même période. Et on a vu dans le cours que la charge effective augmentait quand on allait vers la droite. Est-ce que c'est le cas? Oui, effectivement. Après, sodium, magnésium, aluminium, soufre, ça doit augmenter quand on va vers la droite. C'est le cas aussi. Donc, pas de souci.
On vous demande également de justifier l'évolution. Alors comment est-ce qu'on peut justifier cette évolution au sein d'une même famille et au sein d'une même période? Donc, je vous rappelle la définition de la charge nucléaire effective, c'est la charge du noyau moins l'écrantage. Donc quelle est la différence entre deux éléments qui appartiennent à la même famille? Par exemple, le lithium et le sodium. C'est que le lithium, on passe de 1s2, 2s1 au sodium à 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Donc du coup, on change de couche. Quand on change de couche, d'accord, les électrons qui sont précédemment n'écrantent pas à 100%. Donc forcément, toute la charge nucléaire effective qu'on a gagnée, elle n'est pas compensée par l'écrantage. C'est ce qu'on voit ici du coup. On voit que la charge effective augmente puisque les électrons supplémentaires entre le lithium et le sodium n'ont pas compensé l'augmentation de la charge du noyau. Ok? Donc au sein d'une même famille, je vais marquer l'écrantage, sigma évolue moins que la charge du noyau. Je vous rappelle, pour bien comprendre cette définition, il faut faire l'analogie avec, vous êtes dans une salle de cinéma, vous regardez, vous changez de rangée, vous allez à la rangée précédente, ben, vous voyez mieux l'écran. D'accord? Donc vous êtes du coup plus attiré par l'écran, vous voyez mieux le film. Hop, vous vous décalez d'un rang. Vous voyez mieux. Ok? Au niveau d'une même période cette fois-ci. Pareil, quand vous allez vous déplacer vers la droite, la charge du noyau va augmenter, donc l'écran sera de plus en plus lumineux, donc vous voyez mieux. Et s'il y a des gens qui viennent s'installer sur la même rangée que vous, ils ne vous perturbent pas trop pour voir l'écran. On est d'accord. Ils vous perturbent peut-être un peu, ils font du bruit, etc., mais pas à 100%. Donc du coup, on a bien l'augmentation des étoiles pareil. L'explication c'est la même, hein, au sein d'une même période. Les électrons n'écrantent pas à 100%. Et donc du coup, on a une augmentation. Cette augmentation, elle est beaucoup plus forte que lorsqu'on se décale d'un rang. D'accord? Si des gens viennent se mettre sur la même rangée que vous, ils vous perturbent un peu, mais pas tellement. Ok? Voilà. Au niveau de la question suivante, il est possible de voir une valeur approchée du rayon atomique en faisant le rayon de bord fois le numéro de la couche fois le numéro de la couche plus 0,5 divisé par la charge effective. Et on vous demandait du coup de calculer pour chacun des atomes de la question 1 en fonction de A0, du coup le rayon de l'atome. Alors est-ce que c'est conforme du coup à l'évolution du rayon dans une famille et dans une période? On y va. Alors, N, c'est le numéro de la couche. Donc du coup, pour tous les atomes qui sont ici, ça va valoir 2. Pour tous les atomes qui sont ici, ça va valoir 3. Ok? Il faut juste calculer du coup N plus 0,5 divisé par Z étoile.
Vous l'avez fait? Alors du coup, ça donne quoi pour le lithium? Donc pour le lithium, du coup, il faut faire 2 fois 2,5 divisé par le Z étoile divisé par 1,3. Alors ça fait combien? Alors, 2 fois 2,5 divisé par 1,3, ça fait 3,84. « 2 fois 2,5 divisé par 2,6, ça fait 1,92. 2 fois 2,5 divisé par 4,55, ça fait 1,10. Pour le néon, ça fait 2 fois 2,5 divisé par 5,85, ça fait 0,85. Pour le sodium, cette fois-ci on passe à n égale 3. Donc il faut faire 3 fois 3,5 divisé par 2,5. Ça fait 4,2. Pour le magnésium, ça fait 3 fois 3,5 divisé par 3,3. Ça fait 3,18. Pour l'aluminium, ça fait 3 fois 3,5 divisé par 3,5. Ça fait 3,0. Pour le soufre, ça fait 3 fois 3,5 divisé par 5,45, ce qui fait 1,93. Pour le scandium et le fer, attention, du coup comme là on regarde la taille de l'atome, du coup on regarde la couche la plus externe, donc la couche 4. C'est pas parce qu'en Kleczkowski vous allez jusqu'à 3D, mais la couche externe, celle qui donne le rayon de l'atome, c'est bien la couche 4. On a vu que c'était la couche la plus externe. Ok. Donc Kleczkowski, c'est un ordre de remplissage qui permet d'obtenir la bonne configuration. Ce n'est pas forcément l'ordre correspondant des couches. Alors ça fait combien du coup si on fait voilà, 4 fois 4,5 divisé par 3, ça fait 6. Et pour le fer, ça fait combien? « 4 fois 4,5 divisé par 3,75, ça fait 'C'est combien? 4 fois 4,5 divisé par 3,75. 4,8. Du coup, ça fait pas 6, ça fait combien? 4 fois 4,5 divisé par 3. Ça fait 6? Ok. Alors, que se passe-t-il au niveau du rayon? Du coup, au sein d'une même période. On voit du coup que le rayon, il augmente quand on va vers la gauche. Pareil ici. Puis pareil sur la
quatrième période, quand on fait le fer par rapport au scandium. Ok. Au niveau d'une même famille, quand on passe du lithium au sodium, on voit que le rayon augmente vers le bas. Pourquoi? Parce qu'on a changé de sous-couche, et donc on a changé de couche, excusez-moi, et donc c'est la couche qui l'a emporté par rapport à la charge effective. Entre le bore et le magnésium, pareil, on a changé de couche. Entre le bore et l'aluminium, excusez-moi. Entre le bore et l'aluminium, on est passé de 1,92 à 3. Entre l'oxygène et le soufre, pareil, on passe de 1,10 à 1,93. On voit bien que le rayon a augmenté. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait? Oui. On compare le beryllium avec l'aluminium? Non, on compare le bore avec l'aluminium. Attention, le beryllium, lui, on le comparait au magnésium. Donc, pour la question 4, on vous demande de classer par ordre d'énergie croissante lithium, oxygène, néon, magnésium, calcium, barium et justifier ces évolutions. Alors, lithium, oxygène, néon. Ce sont trois éléments qui appartiennent à la même période. Donc, comment évolue l'énergie d'ionisation au sein d'une période? Voilà, plus on va vers la droite, plus c'est difficile d'arracher les électrons, puisque plus les électrons sont attirés par le noyau. Donc, au sein d'une même période, donc l'énergie d'ionisation augmente lorsqu'on se déplace vers la droite. Donc la justification, c'est parce que la charge effective augmente. Donc les électrons sont de plus en plus attirés par le noyau. Donc dans l'ordre croissant, on a donc lithium, oxygène, néon. Magnésium, calcium, barium. Eux, ils sont dans la même famille. Et comment évolue l'énergie d'ionisation au sein d'une même famille? Elle décroît quand on va vers le bas. Puisque les électrons sont de plus en plus éloignés de l'atome et donc sont de plus en plus faciles à arracher. C'est plus facile d'arracher des électrons 5s que 4s que 3s. Donc dans l'ordre, là on demande l'ordre croissant, ça sera donc barium,
calcium, magnésium. Donc regardez bien si on vous demande l'ordre croissant ou l'ordre décroissant. On vous dit en question petit 5 que la charge nucléaire effective de Na+ vaut 6,85. Donc si on la compare à la charge nucléaire effective du sodium, qui est de 2,5, on voit que la charge nucléaire effective du cation est beaucoup plus grande que la charge nucléaire effective de l'atome, ce qui est normal puisqu'on a enlevé un électron, donc il y a moins d'écrantage, donc on est plus attiré par le noyau. Donc, que peut-on dire de l'énergie d'ionisation du sodium+? Elle est donc plus grande puisque c'est plus difficile d'arracher l'électron. Ok. Donc, par conséquent, l'énergie d'ionisation du sodium+ est plus grande que l'énergie d'ionisation du sodium, car l'électron est plus difficile à arracher. Et donc ça conclut cet exercice. Ah non, il restait par rapport au néon. On demandait également par rapport au néon. Donc si on compare au néon, le néon c'est combien la charge effective? 5,85. Donc si on compare au néon, pareil, la charge effective du sodium+ est plus grande que celle du néon, donc c'est plus difficile à arracher. Alors pour cet exercice 5, vous demandez en première question pourquoi est-ce que le rapport entre la charge effective et le rayon est un bon indicateur de l'énergie d'ionisation. Alors pourquoi? Plus la charge effective sera grande, plus l'électron sera attiré par le noyau, donc plus sera difficile à arracher. Inversement, plus le rayon sera grand, plus l'électron de valence sera loin du noyau, donc plus il sera facile à arracher. Donc Z sur R, c'est un bon indicateur. Parce que du coup, ça, c'est la charge réellement ressentie. Et ça correspond à peu près à la distance moyenne. Donc en gros, plus la charge est grande, plus il sera attiré, plus il est loin, moins il sera attiré. Donc c'est un bon indicateur. On vous demande de calculer du coup ce rapport pour le sodium, le magnésium, le potassium et le calcium. Donc ça fait combien du coup pour le sodium? Vous l'avez calculé? Non. Ça fait 0,016. Bon, picomètre moins 1. Pour le magnésium. Donc là, on va regarder. Du coup, le magnésium, ça fait 3,3 divisé par 145, ce qui fait 0,023. Pour le potassium, donc ça fait 2,8 divisé par 196, ça fait 0,014. Et enfin pour le calcium, ça fait 3,5 divisé par 173, ça fait 0,020.
Donc au sein d'une même famille, sodium par rapport au potassium ou magnésium par rapport à calcium, on voit que ce rapport il diminue, donc l'énergie d'ionisation normalement diminue également. Ok. Donc si je prends mon tableau périodique, mon énergie d'ionisation elle augmente quand je vais vers le haut. Au sein d'une même période, quand je passe de sodium à magnésium ou quand je passe de potassium à calcium, on voit que le rapport augmente et donc l'énergie d'ionisation elle augmente lorsqu'on va vers la droite. C'est bien ce qu'on avait vu dans le cours. On vous demande également, dans question petit 3, pour quelle raison l'énergie de seconde ionisation des alcalins est-elle supérieure à celle des alcalinotéreux? Alors pourquoi? Alors déjà, il faut se rappeler ce que veut dire l'énergie de seconde ionisation. Donc seconde ionisation, c'est-à-dire qu'on ionise une deuxième fois. Donc la caractéristique du tout des alcalins, comme le sodium ou le potassium, c'est que leur couche de valence, elle finit en S1. Ok? Donc 3S1 ou 4S1. Alors que le magnésium, elle finit en S2. Donc si je prends le sodium plus, du coup sa couche de valence, elle est en... Donc ça sera du 1S2, 2S2, 2P6, 3S, 0. Et donc on va enlever quoi? Un électron P, qui est un électron de cœur, qui est la couche en dessous. Par contre, si je prends le magnésium plus, il est en 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Donc lui, je vais enlever un 3S, donc la couche qui est au-dessus. Donc c'est beaucoup plus facile d'enlever la couche 3 que d'enlever la couche 2, qui est beaucoup plus interne. Donc du coup, ça vient du fait ici donc, que les deux couches ne sont pas les mêmes. Et donc l'énergie de seconde ionisation des alcalins est beaucoup plus grande que celle des alcalinotéreux. Donc si on reprend nos 4 éléments qui sont donnés dans le tableau, déjà du coup on peut séparer ce qui est alcalin de ce qui est alcalinotéreux. Ceux qui ont une grande énergie de seconde ionisation sont les alcalins, ceux qui ont une faible énergie de seconde ionisation sont les alcalinotéreux. Donc on sait du coup c'est que du coup 2 et 3 ce sont les alcalins, parce que 31 et 47 c'est les plus grands, tandis que 1 et 4 ce sont les alcalinotéreux. Donc 2 et 3, ils ont une grande énergie de seconde ionisation. Donc ce sont des alcalinotéreux, des alcalins. Donc c'est-à-dire c'est sodium ou potassium. Et donc 1 et 4, il nous reste donc le magnésium ou le calcium. Maintenant, il faut départager 2 et 3 et 1 et 4. Et pour ça, du coup, on va utiliser l'évolution à la question périodique. Au sein d'une même famille, parce que là on a distingué par famille, l'énergie de première ionisation, elle augmente quand je vais vers le haut. Ok? Donc on va regarder du coup entre 2 et 3, laquelle a la plus grande énergie de seconde ionisation, de première ionisation. Alors entre 2 et 3, lequel a la plus grande énergie de première ionisation? C'est 3. 3 à 5,14 alors que 2 est qu'à 4,34. Donc 3, ça correspond à l'élément qui est le plus haut. Et 2 à l'élément qui est le plus bas, la question périodique. Parce que je regarde ma question périodique, j'ai le potassium qui est là et le sodium qui est là. Donc le sodium a une énergie de première ionisation qui est plus grande que le potassium. On fait le même raisonnement pour les deux derniers, entre magnésium et calcium. Si je regarde ma question périodique, le magnésium est au-dessus du calcium. Donc normalement, le magnésium a une énergie de première ionisation qui est plus grande.
Donc si je compare 1 et 4, lequel a l'énergie de première ionisation la plus grande? C'est 4. Donc 4, du coup, c'est le magnésium. Et 1, par élimination, c'est le calcium. Voilà, donc il faut être capable de jouer comme ça pour identifier des éléments.